Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 30 mai. Au sommaire et en actu aujourd'hui, le projet de géothermie à Vinzelles qui ne répond pas aux attentes. Quelles conséquences pour Gland qui espérait notamment un réseau de chauffage à distance? On va en parler avec vous. Thierry Genoux, bonjour. Vous êtes municipal en charge de l'urbanisme et des bâtiments pour la ville de Gland. À vos côtés, Dieter Giesiger, vous êtes directeur de la SEIC. On va vous en parler tout à l'heure. Ensuite, du côté du sport, le FC Stade Lyonnais a enfin obtenu sa licence en Challenge League après un refus en première instance. Le club a pu faire recours grâce à un changement de direction. On va en parler avec vous. Christophe Cachilly, bonjour. Vous êtes le coach du FC Stade Lyonnais. Bonjour à vous. On est ravis de vous avoir. Enfin, on terminera en culture avec une nouvelle pièce du groupe amateur aulois qui revient sur scène avec Silence en coulisses, une pièce à voir du 1er au 18 juin au Casino Théâtre de Rolle. Anthony Schor, Pierre Luthi, on est ravis de vous avoir. Bonjour à vous et bienvenue. Des coulisses, on passe en plateau. Je vous en prie, Dieter Giesiger, Thierry Genoux, allez à table. On passe justement aux choses sérieuses. Mais avant ça, de ton côté, Alexandre, que fais-tu toi? Où es-tu aujourd'hui? Salut Andrea, eh ben écoute, regarde, je me baladais à Nyon et je suis tombé sur un moine apnéiste. C'est quand même pas banal, mais je l'ai trouvé. Loïc Villemin, bonjour Loïc. Bonjour Alexandre. Oui, Loïc qui est originaire de Trélay, tu le sais Andrea, et puis du coup qui fait de l'apnée en Égypte où il vit. Mais là, comme chaque année, eh bien après la Coupe du Monde d'apnée où il a encore battu des records suisses, il va nous en parler après, eh bien il fait un petit tour en Suisse. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait être ici au bord du lac pour parler apnée, méditation, zen, moine, D'accord. et puis me faire une initiation à l'apnée, tout Oui, ça, c'est de ce ça. programme. Allons voir si tu fais un bon successeur en mode performance. Ah, voilà. Eh ben, le suspense est à son comble, Andrea. On se retrouve juste après. Je retiens mon souffle et puis je te retrouve après. Tout à l'heure, Alexandre, c'est vrai qu'avec toi, on a quelques doutes, mais avec Loïc, en tout cas, à chaque fois qu'on l'invite, c'est nouveau record. Ça, il nous fait l'habitude. À tout à l'heure, messieurs. Merci beaucoup. Thierry Genoux, Dieter Giesiger, bonjour. On est ravis de vous avoir ici en plateau. On va revenir sur cette annonce faite vendredi dernier, le projet de géothermie à Vinzelles qui malheureusement ne répond pas aux attentes. Alors malgré un débit d'eau qualifié d'exceptionnel, l'eau n'est pas assez chaude. Quelles conséquences pour Gland? Voici justement ce qu'en disaient les responsables du projet au micro d'Alexandre Caporal vendredi dernier. J'aurais personnellement préféré d'avoir 2 fois moins de débit et puis 2 fois plus de température, mais on doit explorer maintenant toutes les pistes à la fois techniques et financières pour valoriser au mieux cette chaleur. Et puis maintenant, c'est le temps de la réflexion, le temps du recul, d'analyse des données, d'évaluation de ce qu'on a trouvé. C'est vrai qu'on a une température qui est plus basse, il faut pouvoir l'expliquer. Et puis après, de mettre en place diverses solutions, des pistes techniques, sachant que, bien entendu, tous ces retours d'expérience et ces pistes vont nous être utiles non seulement pour le cas de Vinzelles, mais également pour les autres cibles qu'on a déjà identifiées, à savoir à Nyon, respectivement au Bonnet-Tois. C'est vrai que c'est un semi-échec quand même, il faut le dire, avec finalement cette eau qui est, oui, fortement en débit, mais pas assez chaude, alors que vous, quand vous avez pris la parole, vous avez annoncé ça comme une réussite. On a du mal à comprendre. Oui, c'est une réussite parce que on confirme ce que l'on savait déjà, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel géothermique important dans le sous-sol. Aujourd'hui, cette ressource, cette énergie, avec le travail d'Énergéo, eh bien, elle est exploitable. Évidemment, on s'attendait à des températures beaucoup plus élevées pour assurer une utilisation directe de cette ressource. Aujourd'hui, on va plutôt vers une utilisation indirecte, c'est-à-dire coupler cette énergie avec une pompe à chaleur. Donc, évidemment, il y a des questions qui vont se poser sur la suite du projet, sur son financement. Mais dans un premier temps, il va falloir analyser les données. Le canton se met à disposition d'Énergéo pour analyser ces données. Peut-être qu'il y a un intérêt à poursuivre les investigations. Peut-être qu'il y a de la chaleur pas très loin. En tout cas, ça mérite, la question mérite d'être posée et les analyses méritent d'être menées. Monsieur Rutschmann, on imagine peut-être la déception aujourd'hui, peut-être de la Confédération qui investit massivement dans ce projet avec les résultats aujourd'hui qui sont tout de même décevants, il faut le dire. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Oui, c'est pas la seule projet qui existe. Il y a encore d'autres projets qui sont maintenant en cours et on connaît pas très bien le sous-sol. C'est difficile. Il faut faire un forage pour vraiment chercher de l'eau chaude. Et ça, on est près de subventionner parce que on va trouver de l'eau chaude, assez chaude aussi pour l'utilisation directe. Ça, c'est sûr. C'est seulement une question du temps.
Donc, si je vous entends bien, ça ne freine pas aujourd'hui ce qui se passe à Vinzelles, ça ne freine pas la Confédération à continuer à investir dans des projets de géothermie. Non, ça ne freine pas du tout. C'est tout à fait normal qu'on trouve pas toujours de l'eau assez chaude. C'est vraiment normal. C'était aussi prévu que ça existe. Il y a aussi d'autres projets qui sont en cours et qui peut-être on aura beaucoup plus de chance là. Alors on a entendu parler d'un débit d'eau exceptionnel, d'un potentiel géothermique, de phase d'apprentissage, mais aussi de caractère pionnier. Thierry Genoux, est-ce que vous êtes aussi positif à l'annonce de ces résultats ? Disons que pour Gland, c'est quand même une petite déception, ou une grosse déception. C'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir la température pour l'usage direct de la chaleur. Maintenant, on verra les analyses qui vont être faites, mais disons que pour Thermoréseau, Gland SA, il y a déjà un chauffage à distance qui fonctionne. Ça a été très très bien mis, disons, sur l'exploitation. Donc même sans géothermie, Thermoréseau, Gland SA va pouvoir tourner, va pouvoir continuer à s'étendre dans la ville. Alors Dieter Giesiger, vous êtes le directeur de la SEIC, mais vous êtes également président du conseil d'administration de Thermoréseau, justement dont vient de parler Thierry Genoux. Vous êtes également administrateur de Énergéo. Justement, vous, à l'annonce de ces résultats, est-ce que vous avez été surpris ou finalement Vinzelles, on n'y croyait pas trop ? Non, je pense à Vinzelles, on a vraiment cru. J'aimerais vraiment situer ce projet un petit peu plus dans l'histoire de la recherche au niveau de la géothermie. Il y en a plus que 40 ans en arrière, dans les années 80. Il y a la Confédération qui en a fait 30 forages pour regarder quel est le potentiel de géothermie en Suisse. Et de ces 30 forages, il n'y en avait que 2 qui étaient positifs, quand on trouvait quelque chose, dont est né, par exemple, le réseau de chauffage à distance à Rienne, près de Bâle. Aujourd'hui, finalement, c'est les industriels qui sont occupés, 40 ans après, de nouveau d'investir dans la géothermie et d'aller chercher. Cette fois, on n'a pas visé nécessairement le Malm, on voulait aller plus loin au Dogger. C'est vrai, au Dogger, on n'a rien trouvé. Et finalement, aujourd'hui, c'est le même problème aussi à Berne, à Genève. Finalement, dans le Dogger, la Suisse a des grandes difficultés à trouver de l'eau. Par contre, on a utilisé le plan B et on a trouvé une grande quantité d'eau, malheureusement pas suffisamment chaud. Alors finalement, ça suffit. Les résultats sont là et maintenant il faut les exploiter, il faut les analyser et ça ne sert à rien d'aller faire un forage supplémentaire. Il faut d'abord qu'on analyse les données et qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut faire. Oui, mais pardonnez-moi Dieter Giesiger, est-ce que les résultats sont vraiment là? Parce qu'on a l'impression finalement qu'on est assez gentil en disant ça. Alors oui, il y a un débit d'eau assez exceptionnel, mais l'eau n'a pas finalement la chaleur suffisante. Donc est-ce qu'on peut encore y croire à ce projet? Quand vous dites la chaleur n'a pas la chaleur suffisante, aujourd'hui il y a effectivement certains types de bâtiments qui en nécessitent environ 60-70 degrés pour les chauffer. Il y en a d'autres avec un chauffage au sol qu'on pourrait utiliser avec la température qu'on a. Il y en a toutes des réflexions techniques aussi à faire. Est-ce que finalement on peut l'utiliser ou pas? Mais finalement, nous on a tous espéré d'en avoir 60 à 70 degrés et cette température on ne l'a pas trouvée. Aujourd'hui, on n'arrive pas à faire la faisabilité d'un tel projet pour aller chercher à 2000-2500 mètres. On ne trouve pas cette eau-là. On trouve l'eau à 1000 mètres, c'est 1200, 800 mètres. Ça, on trouve. Malheureusement, cette eau n'est pas suffisamment chaude. Est-ce qu'il faut le réchauffer pour le distribuer à 60 ou est-ce qu'on peut le distribuer comme ça? Laissez-nous faire, entre guillemets, les études maintenant. Pour ça, on a malheureusement besoin de temps. Ouais, alors justement, c'est les études qui vont être faites ces prochains jours. Thierry Genoux, est-ce que vous êtes à l'aise avec finalement ces annonces? Parce qu'aujourd'hui, évidemment, le Conseil va le savoir. On sait qu'il y avait eu plusieurs préavis, notamment un projet de chauffage à distance à Ekenot. Il va falloir expliquer ces résultats. Est-ce que, du coup, vous êtes à l'aise? Comment convaincre finalement vos citoyens glandois d'avoir cru en ce projet et d'avoir investi aussi, notamment avec de l'argent, d'avoir accepté certains préavis en conséquence? Non, mais je pense que quand on se lance dans un projet comme celui-là, moi je suis là, comme Dieter Giesiger depuis 2006 dans cette affaire-là, on sait qu'il y a cette possibilité, on n'y croit jamais, on est toujours sûr et certain, avec toutes les études qui ont été faites dans le sous-sol, qu'on va arriver à une solution où on va trouver de l'eau et où on pourra chauffer pratiquement tout Gland, en tout cas tout le nord déjà, avec la géothermie. Ce n'est pas le cas, ça ne met pas du tout en péril le chauffage à distance à l'intérieur de la ville. Maintenant, il faudra trouver d'autres énergies, il faudra peut-être, comme Dieter vient de le dire, réchauffer. On a des pompes à chaleur qui prennent l'eau du lac.
qui n'est pas tout à fait dans les mêmes températures que les 33 degrés qui ont été trouvés. Donc, il y a peut-être des choses à faire. Et c'est vrai qu'il faut pas enterrer le projet dès maintenant, mais je pense qu'il faut étudier. C'est vrai que ce n'est pas des bonnes nouvelles. Je crois qu'il faut être clair. Ce n'est pas des bonnes nouvelles, mais en termes de stratégie politique, justement, Thierry Junot, j'imagine qu'on priorise les choses autrement, c'est-à-dire quoi, que le chauffage à distance passe en plan B et on met quelque chose d'autre en avant? Non, alors pas du tout, puisque le thermoréseau Gland existe déjà. Il est à partir du bois, avec une toute petite partie d'énergie fossile, mais je pense que le réseau de chauffage, il est là, il s'étend encore. Du reste, on a des bouchons aujourd'hui sur l'avenue du Mont-Blanc grâce à une traversée de route qui doit être faite. Donc c'est vrai que le chauffage à distance existe toujours, il y aura toujours cette possibilité. Maintenant, est-ce que les tarifs vont peut-être être modifiés? Est-ce que, on ne sait pas, c'est les analystes qui vont nous dire ce qu'on va pouvoir mettre dans notre réseau de chauffage à distance. Alors on a vu tout à l'heure ces citernes où l'eau est à présent stockée, il va falloir remettre finalement dans les conduites. Dieter Giesiger, est-ce qu'aujourd'hui, peut-être, est-ce que la SEIC souhaite revoir aussi son savoir-faire? Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'elle change sa stratégie? Parce que la question aujourd'hui, c'est de savoir comment on va utiliser cette eau-là. Est-ce que c'est des questions que vous vous posez aujourd'hui en termes d'entreprise? Comment utiliser l'eau et surtout changer peut-être sa stratégie? Non plus seulement faire du chauffage à distance, revoir les énergies, mais faire autre chose. Est-ce que ça serait possible? Je ne pense pas du tout. Aujourd'hui, cette préoccupation de trouver de l'énergie renouvelable pour chauffer nos bâtiments, elle est toujours là. On sait pertinemment, les forêts qui nous entourent, ils peuvent fournir une partie, mais ça reste environ 25 à 30%. Il faut trouver le reste pour décarboniser le chauffage de nos bâtiments. Vous avez mentionné Eikenot. Eikenot est typiquement un quartier qui est construit qu'avec l'eau qu'on a, on pourrait quasiment le chauffer en direct. Parce que c'est des bâtiments modernes qui sont chauffés au sol, on n'aurait pas de problème. Avec tous ces éléments, il faut un peu plus de technique, de réflexion technologique. Malheureusement, ça va nous prendre quelques mois pour pouvoir le faire. On ne va pas pouvoir le faire dans une semaine ou deux. Oui. Et ça, je ne mets pas du tout en cause la stratégie de la SEIC. On est toujours engagé à chauffer notre région avec de l'énergie renouvelable. Est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, le projet pourrait vous passer sous le nez? Parce qu'on a entendu dire qu'il y a des forages qui seraient aussi possibles à Nyon. On pourrait imaginer que du coup, les SI reprennent ça et finalement, la SEIC, ça tombe à l'eau. Aujourd'hui, c'est la structure, peut-être je dois expliquer la structure d'Energeo et de Thermoréseau. Energeo est une société qu'on a créée à 4 partenaires. Il y en a les services industriels de Nyon, SEIC, la CFA et la Romande Énergie. On s'est mis ensemble parce que l'effort financier est très élevé et on a besoin de se regrouper pour pouvoir rechercher cette ressource tellement rare dans notre sous-sol, ou rare dans le sens de trouver la bonne température. Et ça va continuer à exister. L'idée, c'est que finalement, cette société Energeo ou SEIC participe fort à Nyon, fort à Aubonne, éventuellement aussi à Moche. On a demandé l'extension même pour Moche. Mais pardonnez-moi, Dieter Giesiger, ça veut dire quoi? Que peu importe où on trouve de l'eau, ce sera une bonne chose pour la SEIC? Exact. Très Tout à bien. fait. Eh bien, justement, on attend de vos nouvelles et ces prochaines études en votre compagnie. Dieter Giesiger, Thierry Junot, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Excellente journée à vous deux. Au revoir. Merci. Alexandre, on retourne donc à toi, toujours du côté de la jetée. Oui, tout à fait. Toujours avec notre moine apnéiste Loïc Vuillemin qui a installé un petit tapis derrière. Ça, c'est pour après, quand il va me faire cette initiation justement à l'apnée. Apnée, justement, que vous pratiquez comme sport à très haut niveau, Loïc Vuillemin. Et puis, j'ai envie de dire, comme chaque année, on est le mois de mai. Et puis, juste après la Coupe du Monde d'apnée que vous vivez en Égypte, chez vous, c'est là où vous habitez maintenant, vous venez à chaque fois visiter la famille et puis donner des séminaires aussi dans la région ici en Suisse. Alors là, vous êtes là pour une semaine. Déjà, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça fait comme effet chaque année quand vous revenez ici vers votre lac Léman? Je suis impressionné par la vie en Suisse, la nature, la présence d'arbres. En Égypte, c'est le désert. Et les gens sont magnifiques en Égypte. Les gens n'ont pas la possibilité de s'habiller comme ils veulent, sont pas sensibilisés par l'aspect mode. Donc, à chaque fois, pour moi, c'est un petit temps d'adaptation, mais c'est merveilleux d'être ici. D'avoir cette diversité. En fait, c'est ici que je me sens chez moi. Ouais, vous vous sentez vraiment chez vous. Vous êtes originaire de Trélène et là, à Nyon, c'est ici que je me sens à la maison. Au bord du lac, à Nyon, vers le débarcadère, j'ai toujours le cœur qui s'ouvre et pour moi, c'est la maison. Même si mes parents habitent un petit peu plus loin dans la région, c'est ici que j'ai grandi, c'est ici que je me suis fait tous mes amis, c'est ici que je les ai laissés aussi. Ouais. Donc revenir ici, c'est un pèlerinage à la maison. En fait.
Ouais. Ouais. Alors parlons des exploits sportifs. Du coup, donc vous avez disputé cette Coupe du Monde d'apnée il y a quelques jours. Hein, je crois. Oui, C'était là, c'est fini il y a une petite semaine. bah voilà. Ah. Alors cette fois-ci, vous n'avez pas atteint les 100 mètres, mais vous avez quand même fait des records suisses à nouveau. Racontez-nous quels sont vos exploits cette année. Alors, ouais, les 100 mètres, c'était pas l'objectif cette année parce que c'est quand même beaucoup d'entraînement. Et puis, c'est intense sur le mental, ça fait peur. Ouais. Donc, j'ai opté pour, sur la première manche de la Coupe du Monde, de jouer sur les points pour avoir une bonne position sur le podium. Et à ce moment-là, il faut se méfier avec les profondeurs. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont tenté des profondeurs énormes pour gagner cette première manche, et puis qui ont eu des syncopes et tout. Donc moi, qui suis un petit peu plus expérimenté en compétition, j'ai réduit les annonces, D'accord. tout en les maximisant pour quand même ramener Ouais. 2 records suisses à la maison, et puis pour obtenir une belle deuxième place sur le podium entre 2 athlètes internationaux. Ouais. Donc, Ça- deuxième place finale, hein, c'est ça. ouais, c'est ça. Au global, et puis les records du monde, de records suisses, Oui, pardon. oui, Ouais. Suisse. Alors 87 mètres de profondeur. Oui, en on a- immersion libre et en poids constant bipalme. Voilà. Donc, c'est juste un petit mètre de plus que les records d'il y a 2 ans, puisque Oui. l'année dernière, il s'agissait de faire 100 mètres. Alors, on redescend un Mais on petit doit peu dans comprendre les que vous scores. étiez un peu moins en forme cette année ou pas? C'est le début de la saison. J'ai eu un accident à la tête au début de l'entraînement. Et puis, souvent, quand on se lance dans une compétition aussi intense que ça, il y a beaucoup de phénomènes qui apparaissent dans nos vies qui sont perturbateurs. Ouais. Et cette fois, c'était le summum. C'était le summum. D'accord. Je vous le disais avant, j'ai même été attaqué par un requin en allant vers la plateforme alors qu'on n'en voit jamais. Alors racontez-nous ça, l'épisode du requin. Parce que je sais que ça vous a fait quelque chose quand même. Je sais que vous présentez aussi une émission sur les films. Ouais. Mais j'ai finalement fait face à une peur énorme que j'avais depuis tout petit. C'est pour ça que j'avais commencé l'apnée. Hein. Ah ouais? J'avais Vous aviez peur vu de l'eau les à la dents de base, mer. Ah, mais je croyais qu'on le croisait dans le lac Léman, le requin des dents de la mer. Ah ouais? J'avais une peur bleue. Ah ouais. J'avais une peur bleue des requins. Et là, la rencontre et une peur tellement intense que effectivement, je dois en déduire éventuellement toutes ces heures de méditation font que spontanément, avec la rencontre avec le requin, qui était un requin agressif. Hein. C'est un requin blanc? Non, c'est un requin mako. D'accord. Alors, un requin blanc, je crois que je serais, Ouais. je serais mort sur place de peur, parce que c'est vraiment énorme. Et il faisait quand même 3,50 m de Ouais, long, et c'est il m'a impressionnant. attaqué de front. Bon, ben, je m'en suis sorti avec, comme il faut être préparé à ça en tant que prof Ouais. d'apnée en Égypte. J'ai su faire les gestes, Pour le repousser? pour le repousser d'abord, et puis pour m'en servir un petit peu comme taxi Ah ouais, c'est pas pendant vrai. un moment. Oui, parce qu'en fait, il était tellement agressif vis-à-vis de moi. Comprenez que le requin, quand il vous attaque, il devient un petit peu inconscient, il devient aveugle. Donc il y a un petit moment pendant lequel on peut lui attraper le nez. D'accord. Et quand on lui attrape le nez, il n'y a plus personne dans le requin. On peut le bouger comme ça, là. Et à chaque fois que je le repoussais, il me réattaquait. Je me suis dit, le mieux, c'est encore que je lui maintienne le nez et que j'essaie qu'il m'amène vers la plateforme où je pourrais m'échapper. Ah oui, d'accord. Donc vous étiez accroché au requin sur C'était son nez. complètement inconscient. C'était complètement inconscient. Sur le moment, j'avais aucune peur. J'avais Ouais. même des sensations presque d'amour avec ce requin. Je dis à mes amis, j'ai attrapé le syndrome de Stockholm. Je suis tombé amoureux de mon agresseur. Je m'en suis sorti complètement indemne, ce qui Ouais. pour toutes les personnes présentes était un Tout le monde miracle. hallucinait, quoi, Totalement. là-bas en Égypte. Totalement. Ouais. Totalement. Et même quelques jours après, donc c'était difficile de. Oui. Il fallait que je plonge quelques minutes après. Bah, c'est ça, donc se reconcentrer, etc. C'est vrai que, alors on va en parler après quand vous allez justement m'initier un peu à l'apnée, parce que la méditation fait partie justement un peu de tout ce travail sur la respiration, la concentration. Pour reparler vraiment de votre sport, hein, vous êtes apnéiste. Vous m'avez dit tout à l'heure hors caméra, quand vous revenez ici en Suisse, vous avez constaté une vraie progression de l'engouement autour de l'apnée depuis Oui. là 3-4 ans, hein, c'est ça? C'est-à-dire que l'apnée a pris, on va dire, Oui, de la valeur ici en Suisse. Oui, c'est manifeste. C'est manifeste. D'ailleurs, on voit les médias s'intéresser pas seulement à moi ou à mes petits records, mais aussi au club, à ce que les gens font avec les moyens
la Suisse, parce que quand on imagine l'apnée, on imagine éventuellement le Grand Bleu, suivant l'âge qu'on a. Oui. Ou alors, quand les gens me voient, moi, ils se disent, ah, mais l'apnée, oui, bah, forcément en Égypte. Mais il y a énormément de gens qui font de l'apnée dans les lacs suisses, dans le lac Léman, dans le lac de Neuchâtel, même dans le lac de Bienne, qui est pas très profond, mais qui suffit. Et il y a encore plein de gens qui font de l'apnée vraiment total loisir, dans les lacs de montagne, dans les gorges de la Reuse. Moi, j'ai emmené une amie aux gorges de la Reuse pour faire une promenade et tout le monde avait des palmes. Ah ouais. J'ai croisé peut-être 20 personnes avec du matériel d'apnée. J'étais un petit peu surpris que personne ne me reconnaisse. Mais et je voyais dans la rivière, alors les gens s'amusent à descendre et observent. Ils sont pas nécessairement attirés par la performance de retenir son souffle ou de descendre profond, mais plutôt de vivre cette vie disons, de mammifère marin temporaire, très relaxant. Vous devez vous inquiéter quand même un peu pour la concurrence qui arrive là, c'est ça que ça veut dire aussi ou pas? Forcément, hein, et le nerf de la guerre, moi je vis de ça, mais je suis un instructeur-trainer de l'Association internationale pour le développement de l'apnée, donc mon job c'est de développer l'apnée, et puis vous savez, de mettre de côté les aspects personnels du développement de soi. J'ai un entraînement assez grand, donc je me réjouis que... Et sur les records suisses, justement, vous avez peur que sportivement, on vous dépasse aussi? C'est la compétition. Ouais. On fait pas la compétition. Si on part pour une compétition sans l'idée de gagner, c'est gênant. Ouais. C'est gênant. Il faut y faire face à cette envie de gagner. Il faut l'assumer aussi quand on perd. Ouais. Alors non, je sais très bien en ayant fait 100 mètres qu'un jour viendra une personne qui en fera 101. Oui, okay. c'est possible. Alors j'espère, avis à tous les spectateurs, j'entraîne volontiers la personne qui voudrait avoir comme projet de me battre. Ah bah ça pourrait être moi, Andrea, tiens, justement, hein, oui, Loïc. Oui. On va justement s'entraîner après. Loïc va m'apprendre un peu les bases un peu de ce que c'est l'apnée juste après. À tout à l'heure, Alexandre. Merci beaucoup. Et en attendant, j'accueille Christophe Cachili. Je vous en prie, vous êtes le coach du FC Stade Lyonnais. On va revenir sur cette saga, la fin de cette saga, puisque vous le savez, le FC Stade Lyonnais a enfin obtenu sa licence en Challenge League. Après un refus en première instance, le club a pu faire recours à un changement de direction avec l'arrivée du repreneur lausannois Michael Palma. Bonjour Christophe, on est ravis de vous avoir. J'imagine que c'était la fête un peu tout le week-end. Oui, effectivement, on a bien fêté ça, les joueurs, le staff. Maintenant, il faut profiter parce que c'est éphémère. Il ne faut pas subir l'événement parce que ce n'est pas la fin de l'aventure. Il y a une aventure qui nous attend très rapidement, là, puisque c'est reprise le 14 juin. Donc, on a aussi beaucoup de travail. Ouais, c'est un mot fort que vous employez quand même, subir l'événement. Pourquoi ? Non, c'est-à-dire pas s'attarder sur la fête et puis les célébrations parce que, justement, la période de vacances est relativement courte. Donc, il faut profiter, justement, parce que c'est des périodes courtes, profiter de chaque moment de bonheur. Ne pas oublier que pour revivre ces moments-là, il faut se préparer de la meilleure des manières. Pour la suite, justement, on va revivre ces quelques instants de bonheur. C'était notamment vendredi soir. Nous y étions à l'entraînement au micro d'Alexandre Caporal. Regardez. C'est un ouf de soulagement aujourd'hui ? Très soulagé, oui, bien sûr. Ça a été long, les semaines ont été longues. Mais aujourd'hui, on profite, on est content, c'est récompensé tout simplement. Ouais. Et voilà. Fatigué justement d'avoir attendu cette licence ? Non, on n'est pas fatigué, on est en pleine forme. Non, soulagé. Moi, je vous avoue, j'ai pas dormi de la nuit. Ouais. Beaucoup de gens n'ont pas dormi, puis c'est un soulagement. Vraiment, on était vraiment contents. On a pris ça ce matin dans le groupe WhatsApp. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. On a juste été validé par ce qu'on a fait dans la saison. Et puis voilà, très content. Vous attendiez à ce dénouement ou bien vous aviez peur quand même ? Toute l'équipe, franchement, on était dans le doute, mais on avait confiance en Varro. Et puis finalement, on est content de lui avoir fait confiance, puisque ça s'avérait être le bon choix. Déjà, un grand merci à l'équipe, parce que c'est mérite de l'équipe et du staff. Déjà, remercier beaucoup notre ancien propriétaire, Sassoon Sirmakesh, qui a tout fait pour céder ses actions à nouveau, Michael Palma. C'est une famille banquier. Il était jusqu'à 2020 associé dans la banque Mirabeau. Et il était dans le foot, il était toujours passionné dans le foot. Il était président pendant 2 ans à Étoile Caroute. Vous saviez finalement que le recours ne passerait pas et donc qu'il fallait modifier quelque chose.
pour pouvoir l'obtenir, cette Challenge League. C'est ce que vous avez fait. Pour pouvoir l'obtenir à 100%. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait. Mais on aurait pu aller en guerre, mais on a choisi ce voie-là. Et au niveau de l'équipe, des joueurs qu'on voit derrière nous, est-ce qu'on peut déjà imaginer que ce sera la même équipe sur le terrain pour la Challenge League, ou est-ce qu'il va y avoir des changements à ce niveau-là? Non, comme j'ai dit tout à l'heure, on va préserver au moins 70 à 80% de l'équipe. On ne va pas faire de grands changements parce que never change a winning team, même si c'est une ligue plus haut. Mais on va se battre, c'est des gars fameux, je les adore tous. Et ils ont une qualité, le staff, les joueurs, on va les préserver. Christophe Cacheli, ça c'était avant l'entraînement. J'imagine qu'il a fallu convaincre les joueurs de passer sur le terrain justement après ça. J'ai une chance incroyable avec ce groupe parce qu'ils sont, ils sont très compétiteurs, on va dire. Ils aiment la gagne et il y avait match le lendemain, donc ils ont célébré comme il se fallait parce que c'est vrai que l'ambiance était lourde et ils avaient besoin de ce moment-là. Ils n'ont pas pu l'avoir sur le terrain et cette ambiance lourde était très pesante. Là, il y a eu du laisser-aller juste avant l'entraînement, mais ils étaient aussi focus sur et la soirée et le match du lendemain qui s'est finalement bien passé. Ouais, une ambiance lourde, justement. Comment est-ce que vous avez vécu tout ce mois qui était finalement très compliqué pour le club? Ouais, pour être honnête, je pense que ça a été le mois le plus compliqué de la saison. Et c'est là qu'on a vu le caractère, la force de caractère de ce groupe. Savoir que dans le dur, c'est souvent là qu'on voit les grands hommes. Et on n'a rien lâché. Même si pendant cette période, on a perdu contre Étoile Carouge, on a assuré notre deuxième place en gagnant 3 matchs quand même, dans le dur. Donc je vous avoue qu'on a passé beaucoup de temps à discuter entre nous. C'est vrai que c'était pesant parce qu'on parlait que de ça. Et on parlait plus forcément de ballon. Et tout le monde joue un petit peu son avenir dans le football. Voilà. On est tous, à un moment donné, confrontés à la suite. Et on se posait beaucoup de questions. Alors c'est vrai qu'il faut comprendre les joueurs qui laissent tout aller quand ils ont eu la bonne nouvelle. Maintenant, on a eu aussi une direction qui a été incroyable. C'est pour ça que la montée, elle est encore plus belle, parce que c'est le travail de tout le monde. Les joueurs ont fait le boulot sur le terrain, un travail incroyable. Pardonnez-moi d'être un petit peu incisif, Christophe Cacheli, mais est-ce que la direction a réellement été incroyable? Parce que finalement, on le voit, beaucoup de souffrance du côté des joueurs, de vous-même. Ouais, mais je pense que on ne peut pas parler d'erreur, parce qu'ils ont essayé de suivre toutes les recommandations possibles, mais ça ne passait pas. Ils ont eu l'intelligence de changer de cap. Et là, il faut, comme l'a dit Varoujan, il faut mettre en avant notre ancien président maintenant, qui, c'est un grand monsieur, qui a su se retirer pour qu'on puisse monter. Et ça, il ne faut pas oublier. Et dire aussi merci à M. Palma. Une montée, vous savez, c'est le travail de tout le monde. Et là, tout le monde a œuvré et ça a été visible. Alors, ça a fait beaucoup de bruit, fait couler beaucoup d'encre, mais la finalité, elle est positive, donc c'est magnifique. J'imagine que ça met aussi une certaine pression pour la suite, parce que du coup, on vous attend au tournant. La pression, oui et non, parce que justement, on est le petit qui va plus haut. Donc logiquement, on ne va pas faire des exploits. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un groupe de compétiteurs de très haut niveau, des joueurs qui sont confirmés, des joueurs qui ont envie de bien faire. J'ai un staff de très haut niveau aussi, travailleurs. Donc on va se donner les moyens de faire le mieux possible, avec nos petits moyens. Mais on va y aller, en tout cas, dans cette nouvelle compétition, en croquant le championnat, ça c'est une certitude. Alors on sait que vous allez entraîner cette première équipe, mais est-ce que le contrat est signé, on peut le dire, c'est officiel? Alors honnêtement, il n'est pas signé. Ah, il n'est pas encore signé. Donc il y a encore un petit peu d'appréhension ou pas? Oui, on va attendre. Non, pas d'appréhension, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Ouais. On a entendu Varoujan tout à l'heure dire que 60 à 70% de l'équipe restait telle qu'elle. Est-ce qu'il y a des envies peut-être aussi de votre part, maintenant que vous montez, d'aller chercher des joueurs plus gros, avec plus de budget aussi? Est-ce qu'il y a des noms comme ça qui donnent envie forcément? Il y a pas mal d'éléments à prendre en compte pour recruter. Déjà, il y a un nombre de licences à donner, il y a un nombre d'étrangers à avoir, il y a un budget à respecter. Donc, il y a aussi la volonté d'un club, mais également du coach, de garder le plus grand nombre de joueurs possible. Quand on a ce qu'il faut à la maison, ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. J'ai un groupe qui est très uni, un noyau dur qui est de qualité. Donc, bien sûr que pour faire évoluer l'équipe, et en plus dans un niveau supérieur, il va falloir des apports, mais ils ne seront pas nombreux.
Et encore une fois, il y a un règlement qui est strict, donc il va falloir tout prendre en considération pour agir du mieux possible. On n'a pas la possibilité de garder tout le monde, mais on essayera de faire en sorte de garder le plus de monde possible, ça c'est une certitude. Ça veut dire quoi? Qu'il y aura des choix à faire dans les joueurs qui sont là? Ouais. Comment vont se passer ces choix? C'est quoi? On garde les meilleurs? Est-ce qu'on va voir quelle stratégie on adopte dans ces moments-là? Disons que j'ai un projet de jeu qui correspond à des animations et des joueurs qui correspondent à ces animations. J'essaye d'avoir les meilleurs joueurs au meilleur profil. Il faut encore une fois prendre en compte le budget, ça c'est sûr. Mais là, les joueurs, c'est les moments difficiles de l'entraîneur. Je passe des entretiens en ce moment d'ailleurs avec eux pour leur annoncer que certains ne continuent pas. Ce n'est pas des moments faciles. Il faut prendre sur soi, il faut garder la tête froide, surtout dans une période où on a tout célébré ensemble, où tout se passe bien, où c'est magnifique. Qu'est-ce qui est fait de ces joueurs-là, Christophe Cachilly? Qu'est-ce qui est fait de ces joueurs-là? Est-ce que du coup on essaie de les placer ailleurs dans d'autres équipes en Suisse, ou est-ce que finalement ils sont un peu abandonnés comme ça? Après, il faut que nous aussi on reste à notre place. Déjà, on se sépare d'eux, ils n'ont pas forcément envie qu'on les conseille. Parfois, ils veulent gérer leur carrière par eux-mêmes. Mais il est clair qu'on est là pour les aider, pour les orienter. Certains, c'est une rupture de contrat, certains, c'est la fin d'un contrat, certains partent en prêt. Mais l'intérêt, c'est de faire ce qu'il y a de mieux toujours, bien sûr pour la société, pour le club, mais aussi pour les joueurs. Parce qu'ils ont tellement donné au club, justement, qu'il faut les prendre en considération. Maintenant, il faut faire des choix, c'est le boulot. Et il faut les assumer, je les assume, il n'y a pas de souci. Une fin de saison réussie, c'est vrai que ce week-end, vous avez terminé avec encore une jolie victoire 3-1 face à Bulle. La suite, j'imagine que là, ça sera du repos, ces entretiens, comme vous l'avez dit, mais pour la suite, c'est du repos, j'imagine. Oui, du repos, 10 petits jours. On aimerait plus, mais voilà, on est monté, donc la compétition va revenir très très vite, on se prépare et on a déjà dit, vous savez, le repos, au bout de 2 jours, on a souvent envie de revoir ses joueurs, donc voilà. Ouais, et après 2 jours, on voit déjà les conséquences, on a envie de dire. En tout cas, Christophe Cachilly, on était ravis de vous avoir. Salutations à l'équipe, encore félicitations et puis à très bientôt. Au revoir. C'est gentil, merci. Et en bref, retenez bien cette date, ce mercredi 31 mai, Nyon accueillera la 2e étape du Tour du Pays de Vaud de course à pied. Le parcours d'environ 8 km empruntera les routes et chemins forestiers des environs de Queulevray. Le départ est donc fixé à 19h30 à Queulevray et les chemins de Bois-Bougie et de la rue de la Plante à Choux seront fermés à la circulation entre 18h30 et 21h. Voilà qui est dit, chaussez vos baskets et au pas de course. On retourne à toi du côté de la jetée. Alexandre, alors on se prépare à quoi? À croiser alors pas un requin, mais un silure. Paraît qu'il y en a dans le lac, même des assez gros avec des dents. Alors, surtout, on s'apprête à me voir en train de tester justement l'apnée avec Loïc Vuillemin. Du coup, Andrea, je ne vais plus t'entendre parce que je vais devoir juste m'allonger ici. Voilà, alors on va tout expliquer à nos téléspectatrices et à nos téléspectateurs, Loïc. Alors, comment est-ce qu'on se met déjà dans les conditions pour faire de l'apnée? Pour faire de l'apnée, on veut d'abord commencer par faire de l'apnée statique. Ouais. Avant de se rendre dans l'eau et d'essayer quoi que ce soit comme performance, on veut savoir si on est capable de retenir notre souffle et plus ou moins combien de temps. Donc pour ça, le mieux, c'est d'être allongé sur le dos, avec un petit coussin sur la tête. Alors vous avez peu de chance parce que c'est un très cheap aujourd'hui, mais couché sur le dos. Alors je me couche. Ouais, allez-y, couchez-vous sur le dos. Et puis ce que vous pouvez faire, c'est mettre une main sur le thorax et une main sur le ventre. Allongez les jambes, relaxez-vous et essayez de ne pas utiliser l'amplitude thoracique pour respirer. Utilisez simplement le diaphragme, c'est pas des inspirations complètes. Comptez le temps qu'il vous faut pour inspirer, par exemple peut-être 3-4 secondes, j'inspire, mon ventre gonfle, 1, 2, 3, 4, et ensuite j'expire en vidant cet air, en rentrant le ventre le double du temps, de manière à vider tout le gaz carbonique qu'il y a dans votre sang, et ça sans générer de l'excitation. C'est vrai, Loïc, que déjà les préjugés qu'on pourrait avoir sur l'apnée, c'est qu'on devrait se dire, mais allez, on prend le maximum d'oxygène, donc on fait comme ça pour gonfler les poumons, et puis ensuite, là, on est bon pour y aller. En fait, voilà, c'est une grave erreur. On a deux préjugés, deux erreurs. La plupart des gens se stressent pour la relaxation, ce qui est un non-sens, et ensuite essayent d'engranger le maximum d'oxygène, d'air, ce à quoi ils sont absolument pas habitués. Et quand on reçoit une décharge, disons, d'oxygène, on a le mental qui part un petit peu en vrille. Donc faites attention de ne pas inspirer à fond. Là, on le fait que quand on descend en profondeur. Et puis surtout, ne vous mettez pas la pression pour savoir si vous êtes relax ou pas.
Ah oui. euh, Faut pas se dire, je suis relax. Voilà, allez, voilà, allez, je me non, non. relax, je me relax. Si vous êtes stressé, que vous reconnaissez que vous êtes stressé, Ouais. c'est déjà la relaxation. D'accord. La relaxation, c'est le processus de reconnaissance du stress. Et c'est normal d'être stressé, surtout quand on est en train de bosser à la télévision. Ouais, c'est vrai qu'on est dans des conditions particulières, on va C'est le des dire. conditions particulières. Mais alors, c'est pour j'essaie ça quand qu'on même. va pas dans l'eau. Voilà, mais je vais quand même essayer, Loïc. Ok. Alors, je mets les mains voilà, sur le thorax et une sur Voilà. le ventre. Alors, je commence à respirer, ensuite je vous laisse gérer. Voilà. Alors, tiens, détendez bien les bras, laissez-vous aller. C'est vrai, je dis pour les téléspectateurs, c'est pas des conditions faciles pour Alexandre de faire de but en blanc après 5 minutes d'explication une apnée qui pourrait vous impressionner. Donc, à ce moment-là, je vais lui laisser, disons, un petit peu moins d'une minute, 30 secondes pour être prêt, hein, histoire que tout le monde ne s'ennuie pas. Il respire diaphragmatiquement, c'est-à-dire sans utiliser les muscles intercostaux pour faire rentrer le volume, mais simplement un flux d'air calme, continu, où le mouvement du diaphragme va masser les organes internes et procurer une sensation de bien-être physique. Voilà. Alors, on a relativement peu de temps. Donc, à partir du moment où vous êtes prêt, Alexandre, vous pouvez prendre cette grande inspiration et puis je vais vous guider verbalement à travers les sensations de l'apnée. C'est quand vous voulez. Excellent. Déjà une très bonne inspiration de départ, pas trop grande. Et là, c'est évident qu'au début de l'apnée, c'est assez désagréable. On se juge, on a beaucoup d'oxygène pour avoir une activité mentale. Il faut laisser quelques instants à l'oxygène de se dissoudre dans le sang et de faire son travail dans le corps plus que dans le cerveau. Pour Alexandre, ça va être peut-être un petit peu difficile de rentrer dans ce qu'on appelle le flow state. C'est ce moment où l'espace, le temps disparaissent, les sons, combien de temps il se passe. Une seconde peut durer une minute peut durer une seconde. Et gentiment, il va arriver à un moment où le mental va découvrir l'inconfort. Oui, il fait oui avec la tête. On voit déjà une espèce de crispation au niveau des mâchoires. Je vais observer son diaphragme pour voir si le diaphragme contracte. C'est difficile pour lui. En plus, je parle. On a passé la minute 10. Il a déjà battu son record. Donc, on va le faire souffrir un petit peu au maximum parce qu'il n'y a pas d'illusion. L'apnée finit toujours dans la souffrance. Alexandre, vous pouvez tenir. On est à 1,23. Faites-nous à 1 minute 30, s'il vous plaît. 27, 28. À partir de là, c'est que du bonus. Voilà. Alors, il nous fait une démo. Vous voyez que ça secoue. Respire, respire, respire. Ne bouge pas. Respire, respire, respire. Voilà. Excellent. Reste calme. Joindre le pouce et l'index et dire avec un accent nyonnais, I am okay. I am okay. Bravo. Bravo. Doucement, doucement. Ok. Excellent. Bon alors, effectivement, ce qu'il faut dire... un tout petit peu les lèvres foncées. Ouais. Et maintenant, il est redevenu. Il est en forme. Bravo. En forme. Bravo, Alors, Alexandre. Merci beaucoup, Loïc, pour ce coaching. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'une minute 30, c'est vraiment rien du tout. Mais voilà, c'est les débuts. Ça suffit pour passer le niveau 1 de l'apnée. Oui, oui, ça suffit. Une apnée de 1 minute 30 dans ces conditions-là, faire une descente à 20 mètres, c'est complètement accessible. Mais d'accord. Mais en tout cas, ce qui aide beaucoup, je dois dire, c'est justement vos conseils et votre accompagnement. En fait, c'est ça qui fait que justement, j'arrive aussi à surpasser le moment où j'ai senti l'inconfort et je me suis dit, allez, je vais aller titiller, je peux y arriver, parce que j'avais aussi cette zénitude de base qui était induite par ce que vous m'avez appris. Loïc, juste pour savoir, dans ces conditions-là, vous tenez combien de temps? À la télé? Non, pas à la télé. Juste tout seul, couché, vous pouvez tenir combien de temps votre respiration? Mon maximum, ça a été 5 minutes 56. J'ai jamais réussi les 6 minutes. Par contre, j'ai des élèves qui font beaucoup plus. Oui. Oui, parce que mon coaching, peut-être, on a le temps quand les gens viennent me voir, à contrario de maintenant. Mais j'ai un élève qui est instructeur à Bienne, Arnaud Carnal,
qui tient 6 minutes 30 de manière héroïque avec un calme olympien. Donc c'est assez facile quand on comprend, quand on connaît, quand on a le temps, quand on a le contexte. De tenir une apnée à 1 minute 30, ça serait une belle première. On en referait une deuxième, vous arriveriez largement à 2 minutes. Ça. Puis ensuite, après 5-6 minutes de repos, ça ne m'étonnerait pas que vous passiez les 3 minutes. Effectivement, parce que je précise, Andrea, qu'on s'est entraîné avant, hors caméra avec Loïc. Je faisais 1 minute 10, c'est pour ça qu'il a dit que j'avais battu mon propre record quelques minutes après. Loïc Vuillemin, merci beaucoup. Je dis juste peut-être à Andrea et à nos téléspectatrices et téléspectateurs que s'ils veulent tester comme moi l'apnée, la méditation et autres, vous serez toute la semaine dans différents événements en Suisse romande, justement. Vous allez donner des séminaires, des conférences et autres. Pour voir les informations, on va où? Alors, surtout sur les réseaux sociaux, mon Facebook ou mon site internet, deepzen.net. Deepzen.net. Les événements sont annoncés. Voilà, pour retrouver donc les événements et puis tester l'apnée avec un moine apnéiste. Loïc Vuillemin, merci beaucoup. Bon séjour en Suisse. Merci. Et puis après, bon retour en Égypte. Et puis à l'année prochaine, j'ai envie de dire. Allez, Andrea, je vais me reposer encore un peu, me remettre de mes esprits. Tout est ok, Alexandre. Merci beaucoup. Record. Avec ton accent, c'était magnifique. Moi, c'était ma séquence préférée. Très bonne journée à vous deux. Et à présent, on monte sur scène avec le Gard, le groupe amateur rolois qui revient sur scène avec Silence en coulisses, une pièce à voir du 1er au 18 juin au Casino Théâtre de Rolle. Anthony Pierre, bonjour, on est ravis de vous avoir. Alors c'est parti, une pièce qu'on a, surtout une troupe qu'on a l'habitude de voir sur scène, mais avec cette fois-ci une nouvelle pièce, évidemment, Silence en coulisses. Anthony, qu'est-ce que ça donne sur scène? C'est quoi le pitch du spectacle? Alors le pitch, c'est Silence en coulisses, c'est le suivi d'une troupe qui est en train de monter une pièce et on va la suivre sur plusieurs actes. On va se retrouver à la générale, ensuite pendant une représentation et à la dernière, où on va voir que plus on avance dans l'histoire, plus c'est une catastrophe. Voilà, et ça bouge beaucoup, c'est très drôle. Ouais. Et vous, est-ce que vous en êtes? C'est aussi une catastrophe ou pour l'instant ça va? Ils ont l'air de... On a vécu un peu ce qui se passe dans Silence en coulisses, mais là, non, là, ils sont bien, ils sont presque prêts. Ouais, un peu une mise en abîme, j'imagine, de ce qui se passe dans les coulisses et sur scène. Pierre Luthi, ça fait un moment que vous êtes dans la troupe, je crois plus d'une dizaine d'années. C'est mon anniversaire cette année. Ah, anniversaire cette année, donc vous soufflez les bougies sur scène. Je souffle les bougies du Gard cette année, ouais. Bon, j'ai l'impression quand même que le Gard a passé un cap, notamment lors de la revue du 700e, pas facile à dire. Vous me donnerez quelques conseils d'élocution, de diction, voilà. Est-ce que vous l'avez aussi ressenti, ce gap de la revue du 700e? Le Gard a toujours eu un souci de qualité, de présenter des spectacles assez spectaculaires, etc. C'est avec la revue, on était à un bon niveau en dessus. Et puis maintenant, il ne faut pas taper en dessous. Et là, clairement, avec cette pièce-là, on est dans les clous et je pense que le public va en prendre vraiment plein les yeux, plein les oreilles. Et le palpitant va grimper, là. Contrairement à l'apnéiste, là, ça va monter en puissance. Ouais, bon, c'est une pièce qui va très très vite, notamment avec le décor qui, je crois, est presque un personnage en lui-même. Qu'est-ce que vous cherchiez au travers de cette mise en scène, Anthony? Moi, je cherchais à rendre... Enfin, j'aime bien quand c'est spectaculaire, et là je me permets de le dire, je pense que ça va l'être. Je crois que le Gard n'a jamais eu un décor aussi impressionnant. Je ne veux pas trop en dire, parce que j'aime bien garder des surprises par rapport à ça. Donc, venez voir le spectacle si vous voulez voir le décor. Mais j'avais envie qu'on voie vraiment, qu'on découvre des choses qu'on voit assez rarement au théâtre, dont l'envers du décor. Silence en coulisses, la pièce porte bien son nom. On va aller voir ces coulisses à un moment donné. Et c'est quelque chose qu'on voit assez peu finalement au théâtre. Mais ça veut dire quoi? Que le théâtre passe du côté peut-être du cinéma? Non, pas forcément. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est du théâtre dans du théâtre. On est vraiment dans... Ouais, c'est du méta, quoi. Vous allez voir du théâtre dans du théâtre, il faut s'accrocher. Les comédiens, ça a demandé ils ont aussi dû s'accrocher beaucoup parce qu'ils jouent plusieurs rôles. Ils doivent faire, vraiment, c'est du théâtre dans du théâtre. Ouais. Avec une préparation aussi presque physique. On en parlait tout à l'heure avec Loïc Vuillemin, mais Pierre, vous aussi, avant de rentrer sur scène, je crois que c'est un échauffement et tout au niveau du corps que ça demande, cette pièce. Tout à fait, parce qu'il y a des séquences que je ne dévoilerai pas, mais qui nécessitent une bonne préparation physique. Il faut que le corps soit bien échauffé, il faut que ce soit bien assoupli, etc. Je peux, sans rien trahir, dire qu'à peu près tous les comédiens et comédiennes ont des courbatures et des bleus. Donc ça donne une idée de ce qu'on va présenter. Carrément. Et donc c'est concentration et un minimum d'échauffement. Et
Il n'y a personne qui a froid à la fin de la pièce sur le plateau. Bon, j'imagine qu'on a tous très chaud, surtout aussi dans le public. Anthony, on parlait tout à l'heure de constituer aussi une équipe du côté du théâtre, parce que le Gard, c'est une vingtaine de comédiens actifs, et là, vous en avez choisi 9. Vous les avez choisis comment, ces comédiens ? Déjà, j'aurais demandé s'ils étaient d'accord, qui avait envie de participer à ce projet. Et ensuite, quand vous avez les noms, quand les gens disent « moi, j'ai envie de faire », on a très vite... le casting, il se fait assez vite. On sait assez vite qui on va mettre dans quel rôle, qui est capable aussi de faire certaines choses. Comme l'a dit Pierre, il y a quand même... Pour cette pièce, il y a quand même... C'était assez physique, donc on ne peut pas non plus prendre des gens qui pourraient être... qui sont blessés ou ce genre de choses. Donc, mais le casting se fait assez vite. J'ai pas trop eu besoin de me casser la tête pour qui j'allais mettre dans quel rôle. Vous les avez mis au sport ? Ils le font tous les jours là. Depuis 15 jours, ils sont au sport tous les jours parce que le décor est sur 2 étages, donc il faut monter des escaliers tout le temps. Ouais. Et quel sport que vous avez choisi, Pierre ? Alors là, c'était boxe. Au combat. On a eu un coach. On a eu un coach physique. Ils ont eu un coach qui est venu leur montrer des petites techniques de stage fighting, donc de combat scénique pour cette pièce. Voilà, donc les dates, c'est du 1er au 18 juin à voir donc au Casino Théâtre de Rolle. Ça s'appelle Silence en coulisses. C'est proposé par le Gard, le groupe amateur rollois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, on était ravis. Très belle journée à vous. Merci bien. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme, à demain.